Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce Grand JT, nous reviendrons sur les conséquences des tempêtes qui se sont succédées sur le littoral atlantique. Inondations, coupures d'électricité et pénurie d'eau potable qui ont des effets à long terme sur l'agriculture. C'est ce qu'a pu constater notre partenaire TBO en Bretagne. Qu'il pleuve ou qu'il vente, les livreurs à vélo sont là pour nous tous. Leur statut a donné son nom à une nouvelle forme de précarité, l'ubérisation. Au moment où leur situation est examinée par la Commission européenne, 6 d'entre eux ont pris la route vers Bruxelles pour obtenir de meilleures conditions de travail. WEO, notre partenaire, les a rencontrés. Selon une étude, nos ordinateurs, téléphones et data centers génèrent plus de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Et oui, une start-up du Mans innove, vous allez voir, avec un système de refroidissement. LMTV Sarthe nous l'expliquera dans un instant. Et puis, attention à vos papilles, c'est l'épice la plus chère du monde. La récolte de l'or rouge se déroule en ce moment même et demande une grande minutie. La France produit une dizaine de kilos de safran chaque année et Via Occitanie s'est rendue dans une safranière. Depuis 20 jours, les passages successifs des tempêtes Ciarán et Domingos ont entraîné des inondations dans le Pas-de-Calais. Comme vous pouvez le voir sur ces images tournées par les équipes de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, ces crues qualifiées d'historiques par les services de Météo France ont inondé une soixantaine de communes autour de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer, entraînant des coupures d'électricité, d'alimentation en eau potable, de suspension de lignes ferroviaires, de routes coupées et de fermeture d'écoles. Selon les premières estimations, la tempête Ciarán va causer entre 370 et 480 millions d'euros de dégâts. Et les assureurs ont étendu la période de déclaration des sinistres jusqu'au 1er décembre 2023, soit 30 jours après le passage de la tempête. Voilà, et pour être tout à fait complet sur ces tempêtes, 300 000 habitants ont été touchés sur le 1,5 million d'habitants que compte le Pas-de-Calais. Ces phénomènes climatiques ont perturbé l'alimentation en eau potable. Alors si dans les communes sinistrées, les mairies ont organisé des distributions de bouteilles, pour certains éleveurs, il a fallu résoudre au plus vite le manque d'eau qui faisait planer une menace sur la survie de leurs animaux. C'est un reportage d'Eleonora Lenôtre pour TBO sur place. C'est là les dégâts principaux sur la toiture. Du coup, nos génisses sont dans les courants d'air. Dans la ferme de Marie aussi, la tempête Ciarán a laissé une trace de son passage. Un morceau du toit s'est envolé et l'agricultrice doit aujourd'hui trouver une solution pour éviter que ses vaches ne passent l'hiver dans le froid. Mais ce bâtiment endommagé n'est pas le seul dégât provoqué par la tempête. La famille d'agriculteurs doit faire face à une autre préoccupation. Voilà un des bacs à eau qu'on a installé pour les vaches laitières. On en a mis un sur chaque aire paillée et le premier jour, les pompiers nous ont ravitaillés en eau parce que le plus gros problème, c'est l'accès à l'eau potable. Depuis jeudi, une partie de la commune de Plonévé-du-Fou n'a plus accès à l'eau potable. La mairie distribue des bouteilles aux particuliers, mais pour les exploitations agricoles qui nécessitent de gros volumes d'eau, l'heure est à la débrouille. Une vache laitière, ça boit 80 à 100 litres d'eau par jour. On en a à peu près 80 vaches laitières. Du coup, ça fait une grosse quantité d'eau par jour à leur fournir. Et la solidarité, c'est organisé. Les pompiers sont venus nous livrer avec leur citerne de 4000 litres le premier jour. Et maintenant, on va chez des voisins qui ont un forage. Et on envoie notre tonne à eau, on la charge là-bas et on fait des allers-retours comme ça toute la journée. Un réseau d'entraide s'est créé dans la commune. Aurore Lemoigne possède depuis quelques années un forage sur son exploitation. Elle n'a pas subi de coupure d'eau et propose aux exploitants des environs de venir s'approvisionner. On a fortement l'habitude et c'est un réseau qui est assez présent en milieu agricole, que ce soit pour les problèmes d'eau, de problèmes d'alimentation électrique ou autre. En cette période-ci, ça reste toujours solidaire. Dans le Finistère, plusieurs communes manquent d'eau. En cause, les coupures d'électricité qui ont empêché les stations de production d'eau potable de fonctionner. Voilà, plus à l'ouest, les effets de la tempête Domingos sont encore difficiles à mesurer pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon notamment. Mais en début de semaine, ils ont pu tirer un premier bilan très inquiétant du passage de la tempête qui a ravagé le banc d'Arguin, cette bande de sable située à la pointe du Cap Ferret. Franck Poirot était sur place pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et là, il n'y a plus que du 4 et du 5, et à peine de 3 de la moyenne, ce qui se vend le plus à Noël. Des huîtres de petite taille, c'est tout ce qu'a pu récupérer cet ostréiculteur de Gujan-Mestras sur sa concession du banc d'Arguin la semaine dernière.
Le sud de cette langue de sable, située à l'entrée du bassin, a été particulièrement touché par la tempête Céline. Elle a enfoui sous plusieurs dizaines de centimètres de sable plusieurs milliers de poches à huîtres. Alain Pouet-de-Basque a réussi à sauver la moitié de sa production du banc d'Arguin, soit 4000 tonnes. Il se demande aujourd'hui dans quel état il va retrouver ses parcs à huîtres après le passage de la tempête de Mingo. On a juste à espérer là maintenant, mais on peut pas. On attend de voir. Là, j'ai Noël qui est en jeu, c'est clair et net. Il est impossible pour le moment, à cause des coefficients de marée trop bas, de se rendre sur le banc d'Arguin. Jeudi dernier, sur place, les ostréiculteurs ont estimé que 20 hectares de parc ostréicole sur les 45 que compte cette langue de sable ont disparu après le passage de la tempête Céline, soit près d'une centaine de parcelles. La parcelle est perdue, c'est-à-dire la capacité à continuer à produire à cet endroit-là, c'est perdu. Donc oui, c'est une perte. Moi, ma priorité, c'est de sauver, que les entreprises sauvent la production, qu'on nettoie le banc d'Arguin. Jeudi, il restait beaucoup de travail aux ostréiculteurs pour tenter de sauver ce qui peut l'être sur la partie sud du banc d'Arguin. Le passage de Domingo a peut-être accentué les dégâts. On a aussi des évaluations à mener sur le reste du bassin. Les coefficients de marée devraient permettre aussi d'accéder à l'ensemble des zones ostréicoles du bassin d'Arcachon. Le 13 octobre dernier, Dominique Bernard était victime du terrorisme. La présence et la visibilité des soldats de l'opération Sentinelle ont depuis été renforcées sur tout le territoire. Depuis 2015, ils sont ainsi plus de 10 000 militaires engagés pour protéger les Français. Pour TL7 dans la Loire, Anthony Verpillon a accompagné une patrouille dans les rues de Saint-Étienne. Regardez. Et ce lundi matin, ce sont donc 2 groupes de 4 militaires et leurs lieutenants qui partent patrouiller en centre-ville de Saint-Étienne. Ces légionnaires sont déployés pour quelques semaines dans le département de la Loire. Une présence qui rassure et s'avère bien souvent dissuasive. Nous sommes assez bien acceptés et même on nous encourage assez régulièrement suite aux patrouilles. Saint-Étienne, ça reste une ville comme une autre ville du continent. La menace est autant avérée ici qu'ailleurs. Des hommes lourdement armés qui n'hésiteraient d'ailleurs pas à faire usage de leurs armes en cas de besoin. Nous sommes autorisés à ouvrir le feu comme sur un territoire en opération extérieure. L'opération Sentinelle qui mobilise 3 à 7 000 militaires dans toute la France depuis les attentats de 2015. Et même si la Loire est considérée comme un désert militaire, à l'instar d'une quarantaine de départements français sans régiment sur leur territoire, Sentinelle est devenu incontournable chez nous. Alors dans la Loire, je ne vous dirai pas exactement combien de militaires sont déployés parce que déjà c'est un dispositif qui est très mouvant et très fluctuant. Donc ça peut aller de quelques dizaines de personnels militaires à plusieurs dizaines et plusieurs centaines de personnels militaires en fonction des événements. Notez enfin que ces militaires sont placés sous l'autorité du préfet de la Loire. En ce moment, les lieux de culte sont particulièrement surveillés. Roberto Balzaretti ne craint ni la pluie ni le froid. Entre mars 2022 et jusqu'à la fin de l'année, l'ambassadeur de Suisse en France sillonne les routes de l'Hexagone à vélo. 13 étapes de plusieurs jours ont été imaginées avec un seul objectif: partir à la rencontre des régions françaises, des acteurs et des institutions qui façonnent au quotidien la relation bilatérale franco-suisse. Il a fait étape à Limoges et Alain Druot l'a rencontré pour notre partenaire 7 à Limoges sur place. Déjà, il restera beaucoup de souvenirs, de lieux, de personnes rencontrées. Ensuite, il restera un cahier d'adresses très très large qu'il faudra soigner et une occasion, ça c'est la troisième chose, d'approfondir davantage cette amitié franco-suisse. Donc il restera du travail parce qu'il faudra continuer de construire sur les rencontres qu'on aura eues. Restons à bicyclette. Nous avons tous un jour ou l'autre fait appel au service d'un livreur à vélo. Si le service est rentré dans les mœurs, les conditions de travail de ces travailleurs indépendants sont en débat à Bruxelles. 6 livreurs à vélo de 5 nationalités différentes ont donc décidé de parcourir 384 km entre Paris et Bruxelles en 5 étapes pour effectuer la grande livraison. Une livraison qui a pour but de dénoncer la dégradation des conditions de travail des coursiers à vélo, auto-entrepreneurs et défendre un projet de directive européenne qui prévoit de transformer les travailleurs des plateformes en salariés. C'est un reportage de Jérôme Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Ils pédalent au nom du droit des travailleurs. Ces 8 coursiers indépendants venus d'Espagne, d'Autriche, de France ou d'Italie se sont lancés un défi, rallier Paris à Bruxelles à vélo. Leur objectif, joindre la capitale belge où une directive relative aux droits des travailleurs de plateforme est en cours de discussion. Les livreurs comptent dénoncer leurs conditions de travail.
Quand tu gagnes 5 € de l'heure, tu essayes de faire le maximum d'heures possible. Sauf que tu es confronté à la pluie, au vent, à la fatigue, jusqu'à des situations dramatiques. On l'a vécu l'année dernière où un livreur est décédé parce que trop d'heures. On n'a aucune protection sociale, les congés maladie, les congés payés, on n'a pas accès, on n'a pas de réelle cotisation retraite. Et ça fait des années qu'on est traité n'importe comment et que en fait, c'est un peu le Far West pour les plateformes. Il faut un cadre légal et il faut surtout un cadre européen. Enjeu majeur des négociations entre le Conseil et le Parlement européen, la possibilité de requalifier en salariés les travailleurs de plateforme aujourd'hui considérés comme indépendants. C'est le cas en France. Le Parlement européen a dit oui, on est d'accord pour qu'il y ait une présomption de salariat. La Commission européenne a dit oui, on est d'accord pour qu'il y ait une présomption de salariat. Et qui bloque depuis des années? C'est Emmanuel Macron, c'est Elisabeth Borne quand elle était ministre du Travail, c'est maintenant Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui bloque pour que ça reste ce statut qui n'est pas un statut d'auto-entrepreneur, de la débrouille avec des droits à rien du tout. Après une escale à Amiens, les coursiers se rendront à Lille. Ils devraient atteindre Bruxelles le 9 novembre prochain. Chaque jeudi, Time to Help, association basée en Seine-Saint-Denis, distribue des paniers repas pour les personnes dans le besoin. Sandwich, jus de fruits, pommes et bouteilles d'eau. Ce jeudi d'automne, direction l'Hôtel de Ville de Paris, où des migrants se sont installés récemment. Au micro de Mélanie Faure, pour notre partenaire 20 minutes, Mégane Devarieux ne peut qu'en constater la gravité de la situation. Écoutez. Ils nous font comprendre que c'est la seule chose qu'ils vont manger de la journée. Des fois, peut-être depuis plusieurs jours, il y a eu un mouvement de migrants qui arrivent en France. Ils aimeraient être relogés. Beaucoup d'entre eux font des demandes d'asile. Certains pensent que venir en France, c'est l'Eldorado. Et ils sont malheureusement fortement déçus quand ils arrivent ici. C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes en France qui manquent de quoi manger. L'opération Octobre Rose est maintenant terminée, mais pas pour le photographe troyen Paul Emmanuel, qui s'est lancé un défi, celui de réaliser un calendrier au profit de la lutte contre le cancer. 26 femmes ont accepté de poser nues, et pour chaque calendrier vendu, 20 € seront reversés à une association locale que notre partenaire Canal 32 a rencontrée, ainsi que ce photographe engagé. Regardez. Paul Emmanuel, spécialisé dans les photos de bébés, s'est lancé pour la première fois dans la collecte de dons. Il prépare un calendrier. 20 € seront reversés à la lutte contre le cancer pour chaque vente. À la base, c'est une de mes proches qui a eu le cancer du sein et qui m'a demandé de faire une séance photo pour montrer que malgré le cancer, on continue de vivre. Le soutien fait partie, je trouve, de la guérison. Voilà, on ne vous laisse pas tomber, on est là et c'est important d'en parler. En août, il lance le projet de ce calendrier sur les réseaux sociaux. 26 auboises majeures acceptent de paraître dénudées, dont Cindy Clerget, une mère de famille de 42 ans, en bonne santé avant la séance photo. L'année dernière, j'avais posé pour l'affiche du cancer du sein sans avoir été spécialement touchée de près. J'arrive en vacances fin juillet. Je prends ma douche et puis je sens une grosseur au-dessus. Le verdict est tombé comme quoi j'avais un cancer du sein. J'ai une vie normale, je fais un peu de sport, je mange normalement, enfin voilà. Ça vous tombe là, on n'est pas prêt. À raison d'une photo par mois, chaque participante a pu sélectionner un cliché. Je ne sais plus laquelle a dit c'est un peu comme les dieux du stade et j'ai dit nous ce sera les déesses de l'aube et ça nous a bien fait rire, du coup on a gardé le nom pour le calendrier. La vente de ces calendriers couvrant les années 2024 et 2025 devrait débuter mi-novembre. Les recettes seront reversées à l'association troyenne Le Soutien Actif qui accompagne les malades. Pendant la maladie, il y a les médecins, il y a les proches et tout ça. Et une fois qu'on est guéri, sachant qu'on est toujours en rémission, là, il n'y a plus tellement de soutien. Et donc, c'est pour ça que les associations comme ça qui aident les malades au quotidien, je trouve ça important. Ce calendrier des déesses de l'Aube est disponible en précommande au tarif de 30 €. Donner envie aux gens de donner leur sang et faire de ce don un moment festif et convivial, tel était l'objectif de l'établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Pour cet événement intitulé « Tout Ajaccio donne », l'EFS a notamment pu compter sur la participation des chefs pâtissiers renommés Jordan Talbot et Nick Cook qui ont régalé les donneurs avec leur création. Pour Télépaisé, Adrien Couta a rencontré Thibaut Ferrari, donneur, mais aussi, vous allez le voir, gourmand. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs que en fait je veux donner de mon sang. J'ai pas forcément les infrastructures à côté de chez moi. Moi ça me coûte rien et puis ça apporte beaucoup apparemment. Oui, moi ça me coûte absolument rien et puis ça apporte beaucoup donc oui c'est important.
Nous l'avons tous constaté, nos ordinateurs dégagent de la chaleur, parfois au point que nos usages électroniques dépassent l'impact environnemental de l'aviation. Et oui, l'entrepreneur Jean-Baptiste Braque a déposé un brevet proposant une solution durable de refroidissement des composants informatiques. Il espère maintenant intégrer la French Fab. Un reportage de LMTV Sarthe avec Laure Girard. Regardez. Ça, c'est un ordinateur. Ça aussi, et ça aussi. Dans ce bureau d'études, basé pour l'instant dans les locaux de la pépinière Le Mans Innovation, Jean-Baptiste Braque et sa petite équipe créent des designs innovants pour des ordinateurs au système de refroidissement très performants. Ils rallongent la durée de vie des composants, réduisent le bruit, tout en améliorant la performance de la machine. Pour vulgariser un petit peu, en fait, on fait de la plomberie dans l'ordinateur. Et c'est ce qu'on appelle dans la culture pop le water cooling. Et l'entreprise Enéade travaille le plus possible avec des acteurs sarthois pour créer ces modèles. Mais l'équipe veut aller beaucoup plus loin. Elle vient de déposer un brevet de bain à refroidissement qui pourrait carrément révolutionner le monde de l'informatique. L'immersion cooling, donc la technologie d'immersion des cartes électroniques, en définitive, c'est notre technologie support. Et dessus, on a rajouté des choses permettant de refroidir beaucoup mieux le système. En fait, il y a le décret tertiaire qui va arriver en 2030. Ça dit qu'il faut baisser la consommation énergétique des bâtiments de 40%. Il y a des leviers qui sont hyper importants, notamment sur les systèmes informatiques, l'économie d'énergie que ceux-ci peuvent engendrer avec des systèmes qui sont plus responsables. Enéade s'inscrit donc dans une démarche durable pour refroidir les composants dans les grands data centers, mais aussi, à terme, les ordinateurs des TPE-PME. Voilà, tout à fait autre chose au musée Aéroscopia de Toulouse. Entre le Concorde, l'Airbus A380 et les multiples appareils, on trouve aussi des objets volants insolites. Pour la Dépêche du Midi, Mathis Gardan a accompagné Angèle Ménétrier, responsable des collections, dans les méandres du musée. Il a notamment pu voir le Cri-Cri, l'un des avions les plus petits au monde, capable de décoller du toit d'une voiture, ou encore le X-Wing, tout droit sorti des films Star Wars, entièrement réalisé, vous allez le voir, en Lego. Mais le plus étonnant, c'est bien le Spirit Cavaroc. Cavaroc, c'est le nom du créateur de cet avion. C'est un modèle unique de par sa conception et aussi de par sa forme. Il est notamment équipé d'un plan canard qu'on voit à l'avant qui est très très grand, très impressionnant, ce qui est assez rare sur des avions. Ce qui fait aussi la rareté, l'originalité et l'aspect insolite de cet avion, c'est qu'en fait il n'a jamais pu voler réellement. La conception n'étant pas idéale, mais ça reste quand même un avion qui a été une prouesse de technique et d'ingénierie. La 25e édition du Festival des films pour enfants, qui se tenait dans la métropole de Grenoble, a profité des vacances scolaires pour dévoiler les secrets du cinéma. Pif, paf, boum, les enfants se sont prêtés au jeu des cascades et ont décrypté des scènes d'action avec de vrais professionnels. Déceler les secrets de tournage du cinéma, ce n'est pas facile. Et surtout, pour les enfants. À l'espace Aragon de Villarbonneau, les scènes d'action sont décryptées pour montrer que dans le cinéma, rien n'est laissé au hasard. Alors aujourd'hui, l'atelier cascade, c'est pour leur faire découvrir la cascade, ce que c'est la cascade, essayer aussi d'enlever ce côté violence en fait qu'on a dans le cinéma, que toute cette violence-là en fait c'est joué. On peut être cascadeur très jeune. Grâce à la cascade, on arrive parfois un petit peu à casser ce côté justement de violence gratuite. Non, là tu fais mal. Ouais, mais la même intensité. Chute, coup de pied, coup de poing factice, place à la pratique pour ces mini-cascadeurs. Toutes les techniques sont bonnes pour éviter les blessures. On a appris comment donner des coups de poing aux autres sans leur faire mal, comme dans un film. J'avoue, c'est très rigolo, ça me donne envie de réessayer. En France, 500 cascadeurs exercent. Mais ces apprentis casse-cou ne vont pas être choisis pour un film. Ils apprennent ce qu'est le cinéma dans le cadre de la 25e édition du film pour enfants. Le but en fait du festival, c'est d'apporter vraiment une vision assez complète en ayant les films, mais aussi l'envers du décor des films. Pourquoi est-ce qu'en changeant la caméra de place, on peut avoir un effet qui fonctionne? Pourquoi est-ce que ça va pas fonctionner pour le spectacle, ou en tout cas pas de la même manière? Donc voilà, c'est d'apporter un peu ces nuances et de montrer que tout est construit dans le cinéma.
70 bénévoles et salariés œuvrent à la fabrication du festival. Des ateliers de doublage, de création de dessins animés et des analyses de films sont aussi prévus pour éveiller les enfants à la magie du cinéma. Restons dans le 7e art. Le festival Revisitons nos classiques était de retour à Vittel. Parmi les films projetés lors de cette 3e édition, Un singe en hiver, Le miroir à deux faces ou encore l'indémodable Tonton Flingueur. Un événement destiné à rendre éternels les classiques du cinéma français ainsi que ses monstres sacrés. Et comme chaque année, des invités de marque étaient au rendez-vous de ce festival, comme par exemple Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin, qui a répondu aux questions de Vosges Télévision, notre partenaire. Écoutez. On a une chance formidable, lui et moi, les enfants d'acteurs, quand ils sont partis, c'est de pouvoir les revoir à peu près, comme papa ou comme son père, Bourvil, c'est de les voir tous les 15 jours à la télé, quoi. Donc on a l'impression qu'ils sont toujours là. Voilà, et puis vous l'avez vu dans les titres, c'est une épice qui vaut de l'or. Comptez 30 000 € pour 1 kilo de safran. Et c'est à 500 mètres d'altitude, au pied du mont Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient un pistil qui deviendra du safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite, vous allez le voir. Pour Via Occitanie, Isaac Barry est allé à la rencontre de Laurent et de sa femme, safraniers depuis 2011. Ils vendent la précieuse épice aux plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. Regardez. C'est dans une safranière nichée à 500 mètres d'altitude, au pied du Canigou, que pousse le Crocus sativus. Cette fleur contient du pistil qui deviendra safran. Cueilli à la main, il faut aller très vite. C'est une course contre la montre. Très vite, cette fleur doit être travaillée. C'est la fleur du jour. Donc vite, on va la ramasser. Vite, l'émonder, c'est-à-dire prélever le pistil. Vite, la sécher, la conditionner en bocaux et la laisser maturer 2 mois avant de pouvoir la consommer. Une fleur contient un seul pistil. Il nous faut pas moins de 200 pistils pour produire 1 gramme de safran sec pur. Safranier depuis 2011, Laurent et sa femme distribuent les plus belles tables du département des Pyrénées-Orientales. L'épice vaut cher, comptez 30 000 € pour 1 kilo. C'est pour ses bienfaits médicinaux qu'il vaut de l'or. Voilà, c'est cette lecture qu'il faut avoir. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les grandes civilisations depuis l'époque pré-assyrienne. Civilisation d'Europe, Nord-Afrique, Asie et Occident, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Une fois récoltée, vient l'étape cruciale de l'émondage. La fleur de crocus, je vais aller la saigner, l'ouvrir avec l'ongle, évidemment séparer le pistil et aller le couper dans le jaune pour éviter tout déchet végétal. Le futur safran, ce sera les 3 fils rouges. Une phase qui est longue, l'émondage de la fleur met 5 fois plus de temps que la cueillette. Après, les pistils sont séchés et mis en bocaux pour les laisser vieillir et devenir safran. Naissant, il va être assez rond, fruité, sucré, très jeune, plus apte à de la pâtisserie. On va laisser passer quelques années, par exemple 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, et il pourra convenir sur du poisson comme un vin, exactement. La France produit une dizaine de kilos d'or rouge par an. Au XIXe siècle, le pays était l'un des principaux producteurs mondiaux de safran, avec plus de 30 tonnes chaque année. Le lendemain de la Toussaint et jusqu'au 25 décembre, des chantées Noël sont organisées aux Antilles-Guyane et en France hexagonale par les communautés ultramarines. Ces chants mêlant profane et sacré sont issus d'anciennes chansons populaires médiévales françaises de Noël. Chaque cantique est agrémenté de refrains en créole, rythmés par des influences de biguine, de mazurka, de valse créole ou de zouk. Pour Via ATV, Aude Sioul Tidas et Axel Guiteau nous font partager cette première soirée festive en Martinique. Regardez. Début novembre, mais l'ambiance de Noël est déjà enclenchée. Le groupe Les Troubadours ouvre le bal avec la première soirée chantée Noël de l'année. Elle s'est déroulée chez Corin au François. Vu que maintenant le Noël Bocaille a plutôt disparu, donc on s'adapte à cette tradition de différents groupes de Noël qui chantent un peu partout et qui passent un peu dans toutes les communes, qui véhiculent le Noël de cette façon.
Les chants traditionnels ont été repris à tue-tête par les invités, de quoi préparer ses cordes vocales pour les prochains jours. Ça attire de plus en plus, tout simplement parce qu'on a eu une baisse par rapport aux 2 années ou 3 années où nous étions confinés. Et effectivement, la ferveur revient. Elle revient avec un dynamisme incroyable. Loin des chantés Noël traditionnels dans nos rues ou à la maison, celui-ci est organisé et plaît au public. Nous avons une clientèle forcément qui est de plus en plus exigeante. Elle a besoin de choses de qualité et nous travaillons dans ce sens. C'est vrai que c'est une association, mais Troubadour dépense des sous. Troubadour répète, Troubadour crée, Troubadour fait des tenues, Troubadour vraiment a un budget pour lancer à chaque fois sa saison. Les festivités ont donc démarré, préparez vos livrets de chants et votre bonne humeur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous, à bientôt.